faire partager à la fois des souvenirs, mais aussi sa vision pour utiliser finalement les codes du vin pour parler du saké, notamment les sommeliers français, mais les sommeliers de façon générale. Je veux dire, quand je dis français, c'est par rapport aux Japonais, finalement, qui, eux, ont l'habitude de parler de leur boisson historique. Nous, c'est un peu moins facile. Et je pense que pour les clients également, ce n'est pas simple. Et si on a le langage du vin pour décrypter quelque part le saké pour eux, je pense que ça peut être effectivement très utile pour être sur la même longueur d'onde, pour partager, pour créer ce lien entre effectivement les différents univers. Donc, je suis ravi d'être avec vous ce soir. Je suis ravi que l'UDSF ait pu, il y a déjà un petit moment, signer ce partenariat avec la Japan Sake and Social Maker Association, non seulement au titre de l'UDSF, mais également, vous savez, qu'ils sont devenus partenaires pour le prochain concours du meilleur sommelier du monde. On aura l'occasion aussi partenaire sur le prochain concours du meilleur sommelier d'Europe. On sent effectivement cette motivation du monde du saké de séduire, d'expliquer leurs produits, leurs boissons, vins de riz, comme ils disent aussi sur place. Même s'il y a une définition nous légale au IV du vin, il y a quand même cette démarche effectivement autour du saké qui est juste extraordinaire. Je vais laisser la parole à Xavier qui également pour nous faire partager effectivement, comme je disais tout à l'heure, à la fois sa vision, mais surtout décrypter un peu plus le saké et nous donner des arguments pour pouvoir mieux l'appréhender, mieux le comprendre et mieux le vendre quelque part. Merci à vous tous. Xavier, c'est à toi. Merci beaucoup, Philippe. Et effectivement, c'est tout à fait cela. Ce soir est une session très particulière parce que pour la première fois, nous allons utiliser les codes du vin pour exprimer ce qu'est le saké japonais. Et effectivement, comme l'a dit Philippe Forbrac, c'est l'utilisation qu'on en fait dans notre salle de restaurant, mais surtout la traduction que l'on peut en faire vis-à-vis des clients. Et ça, effectivement, c'est une notion très importante. Vous allez voir aujourd'hui beaucoup de choses qui vont vous être très familières et potentiellement, vous allez voir d'étranges liens, très étranges même, entre le vin et le saké. Allons-y. Avec, bien sûr, ce soir, une thématique qui va parcourir pas mal de choses, notamment la notion de terroir, qui est propre au vin, évidemment. Et vous allez voir qu'il y a également une notion de terroir dans le saké. On va parler rapidement de l'élaboration du saké pour que ce soit assez clair, mais assez ludique pour vous. Le but n'étant pas d'avoir un cours d'œnologie japonaise approfondie, ce n'est pas du tout l'idée, mais d'avoir une notion, la composition chimique du saké, le respect de la nature. Vous savez que le Japon a cet axe très respectueux de la nature et de l'environnement, des animaux, de par leur religion qui est le shintoïsme. On va voir aussi comment ça peut se traduire. La dégustation, les codes de dégustation du saké japonais, qui nous intéressent tous, bien sûr, les alliances gastronomiques, le conditionnement du saké, comment le conserver, le préparer pour nos clients. Et bien sûr, on va finir en beauté en parlant du sommelier, qui est un véritable trait d'union entre ces deux mondes, qui est bien sûr le vin et le saké japonais. La notion de terroir, eh bien, je dirais presque que toutes les boissons prescrites dans un restaurant par un sommelier, eh bien, elle doit refléter une identité locale pour être pleinement source de plaisir et d'apprentissage pour le professionnel et bien sûr pour les convives. Toute boisson de terroir, donc, a sa place au restaurant. Pour le vin, et ça, vous le connaissez parfaitement, la notion de terroir s'exprime entre une adéquation sur le sol, le climat et l'homme. Ces trois choses-là, bien sûr, forment l'aspect terroir, la notion de terroir du vin. Mais pour le saké, eh bien, cette notion de terroir est bel et bien présente. Là aussi, trois piliers, le riz, l'eau et l'homme. On va donc décrypter tout d'abord ces trois piliers, les approfondir pour que vous ayez effectivement cette grande base de connaissances qui pourra vous servir ensuite eh bien, dans tout l'univers du saké japonais. Tout d'abord, le riz. Le riz, le premier pilier du saké japonais, qui est l'équivalent, comme j'appelle, du cépage en réalité. Son nom officiel au Japon, et même dans le monde entier, c'est le Shuzo Kotekimai, que vous voyez ici en gras en blanc. Ça, c'est l'appellation officielle du riz à saké.
Il y a à peu près 100 variétés de Shuzo Kotekimai au Japon. Ces 100 variétés représentent seulement 1% de la production totale du riz au Japon. Vous savez que c'est un des piliers aussi de la cuisine japonaise. Donc effectivement, ce sont des productions qui se trouvent partout au Japon. Mais le riz à saké ne représente que 1%. Qu'est-ce qu'un grand riz à saké, un grand Shuzo Kotekimai? Eh bien, il y a 5 critères assez forts. Le grand grain, donc un grain qui est entre 25 et 30 grammes pour 1000 grains de riz, hein, l'unité de mesure c'est celle-là. Il possède un shinpaku, donc c'est un cœur blanc qu'on devine ici, vous voyez sur cette photo, on voit à l'intérieur qu'il y a un cœur blanc. Ça, c'est le cœur d'amidon. Et c'est cela qui va nous intéresser, on le verra tout à l'heure. La teneur la moins élevée possible en lipides et en protéines, ennemi juré du CP japonais. C'est d'ailleurs pour ça qu'on va polir pour enlever les lipides et les protéines qui sont en surface du grain de riz. Un riz qui a bien sûr une forte absorption de l'eau pour pouvoir être entre ferme et moelleux pour avoir une bonne pénétration du champignon qui va transformer l'amidon du riz en sucre. Et enfin, bien sûr, c'est ça le résultat, hein, c'est après cuisson, ferme à l'extérieur et ferme à l'intérieur. Ces 5 critères sont vraiment très importants. C'est d'ailleurs, lors de la certification Asie du 9 mars dernier, c'était une des questions proposées par l'association de la sommellerie internationale. Donc, vous voyez que c'est quand même quelque chose d'assez important pour la sommellerie et pour les Japonais. Tous les riz qui ne correspondent pas à ces 5 critères s'appellent des sakamai, des riz classiques, et qui n'ont pas l'appellation prestigieuse Shuzo Kotekimai. Les stades de la croissance du riz au cours d'une année, et là vous allez voir l'étrange lien qu'il existe entre le riz et le raisin. Mars-avril, on prépare les semis. En mai, ce qu'on appelle les repiquages, donc on va planter finalement dans la rizière ces semis de riz. En juin, c'est le creusement des canaux. En juillet, le drainage de l'eau. Et en septembre, la récolte. On peut considérer, grosso modo, que la période de préparation des semis, repiquage, donne lieu à peu près à une floraison. Et septembre, la récolte, ça doit forcément vous dire quelque chose. C'est exactement calqué sur le calendrier du stade de maturité d'un raisin. On a toujours ce fameux J plus 100 à partir du début au moment de cette maturité du raisin pour arriver à la récolte. Et bien là, c'est à peu près la même chose pour le riz à saké. C'est un des premiers points communs. Surtout, gardez en tête que le riz à saké n'a pas de notion d'identité locale parce qu'il est submergé d'eau. Effectivement, l'eau va nous empêcher d'avoir cet extrait d'identité de sol, de région. Donc vraiment, c'est pas ici qu'on va avoir, enfin, c'est pas avec le riz, d'identité locale. C'est pour cette raison que le riz va exprimer une aromatique en fonction de sa variété, mais pas une notion locale. C'est aussi pour cette raison que chaque riz planté dans le nord du Japon peut être exploité dans le sud et vice-versa. N'importe où dans le pays, on peut utiliser n'importe quel riz de n'importe quelle provenance. Quelques noms de ces fameux cépages rois au Japon. Tout d'abord, à retenir le fameux Yamada Nishiki, qui est le roi incontestable du Japon, ici, qui produit des sakés fruités, florales, la région de Hyogo, donc qui est le centre du Japon. Le Omachi, qui est le roi, le vieux grand-père, comme on l'appelle, des riz à saké. Hein. Le Yamada, c'est à peu près 80 ans, 85 ans d'existence. Le Omachi, c'est 150 ans. Les épices fines, le poivre blanc, originaire du sud du Japon, mais bien sûr, un saké extrêmement gastronomique, parce que ces épices fines, poivre blanc, sont très complices avec notre cuisine. Dans le nord, et il est vrai que les deux suivantes sont pour le coup assez régionales, on peut les utiliser dans le sud, mais elles sont quand même dédiées au nord, parce que les gens du sud n'osent pas l'utiliser, je ne sais pas pourquoi. Goyaku Mangoku, ici, nord du Japon, qui exprime le fruit blanc d'un végétal, mais le noble végétal, hein, pas le végétal défaut qu'on peut avoir parfois dans le vin de sous-maturité. Non, c'est plutôt ici un végétal typé tige, vous voyez, c'est ce vrai végétal. Le Dewa-sansan aussi, cépage incontournable que vous devez connaître, exprimant l'anis et le fenouil. Atan Nishiki, enfin, l'opposé, c'est épicé, cacaoté, on est dans le sud, la préfecture d'Hiroshima. Le polissage du riz.
autant, vous voyez, ici, on aura des familles aromatiques en fonction des cépages, des riz, autant le polissage du riz, donc, va nous conduire à plus ou moins d'intensité. Moins on polit le riz, donc, c'est-à-dire plus on se rapproche de l'origine même du riz, ici riz brun, eh bien plus on aura d'intensité aromatique. Plus on va polir le riz et se rapprocher des taux de polissage assez élevés, eh bien plus on aura de délicatesse, d'élégance, de subtilité, donc moins d'intensité, plus d'élégance. Comment marche cette machine? Eh bien, créée en 1930, le riz arrive par le dessus, vous voyez, tombe avec un frottement comme ceci. On peut vraiment voir que c'est comme si on arrivait vous voyez, comme les grains de moutarde à l'époque. C'était vraiment comme ça. Ensuite, bien sûr, ça remonte et on recommence le cycle à peu près entre 36 et 48 heures. Parfois 72 heures, tout dépend de l'intensité du polissage et surtout si on souhaite enlever beaucoup ou pas. Vous voyez donc le riz à l'origine, le riz poli à 70%, donc ça c'est le taux de polissage exprimé en pourcentage, signifie qu'il reste 70%. Donc on a enlevé 30%. Riz poli à 40%, on a enlevé 60%, il reste 40%. Aujourd'hui, on a un record du monde, la maison Tatenokawa, qui produit un saké à 8%, donc 92% enlevé. Il y a eu des essais chez eux pour un saké à 1%, mais qui est d'une extrême confidentialité, qui n'est même pas sorti sur le marché. À la fin du polissage, donc, le riz est stocké environ 3 semaines, bien sûr pour le refroidir et stabiliser sa teneur en eau. Cette phase s'appelle le karashi. Très important le karashi. Donc, on voit une récolte sur septembre, le polissage, 3 semaines au repos, ce qui veut dire que, grosso modo, début novembre, peuvent débuter les premières campagnes de brassage. Vous voyez la différence qui est assez flagrante entre un riz à saké et un riz de table, c'est que dans le riz de table, il est transparent, donc il n'y a pas de cœur blanc d'amidon qu'on retrouve bien à gauche, ce fameux amidon concentré qui fait les grands riz à saké. Donc c'est très simple, si vous prenez un riz, vous le regardez à la lumière du jour, vous ne voyez pas de cœur blanc, c'est un riz comestible à table. La deuxième notion ici de terroir, la plus importante à mon sens, l'eau de source. L'eau est la véritable âme et l'identité locale du saké japonais. C'est extrêmement important. Et tiens, encore un hasard, à peu près comme le vin, le saké est composé à 80% d'eau. La quantité d'eau ici est assez colossale puisqu'à chaque étape du process, on va utiliser de l'eau. Cela représente en tout 50 fois le poids total du riz par bouteille. C'est colossal. Il est utilisé pour le trempage du riz, le lavage du riz, la création du mou et pour ajuster les saveurs en fin de fermentation alcoolique. Toutes les brasseries de saké, ça c'est important, se tiennent à proximité, vraiment les pieds dans l'eau, dans une autre source. Une rivière, un puits ou une source. Mais c'est surtout une autre grande qualité. C'est vraiment ce qui détermine l'identité et l'âme de la maison de saké. Mais bien sûr, vous voyez, pas n'importe quelle eau. Parce qu'on a beau être au Japon, pays de la pureté de l'eau, eh bien ce n'est pas le cas partout. Le Japon, c'est 70% de montagne. La France, c'est l'inverse, c'est 30% de montagne. Donc, par conséquent, un pays aussi montagneux aura beaucoup de rivières qui vont naturellement en découler. Et de ce fait-là, eh bien, il faut faire un choix assez important. Pour le saké, l'eau doit contenir du potassium, de l'acide phosphorique et du magnésium. C'est nécessaire pour la bonne propagation des levures dans le pied de cuve. Et ainsi, bien sûr, créer un bon développement du champignon koji qui pourra lui aussi travailler dans cette cuve en changeant l'amidon en sucre. Et si ces 3 éléments ne sont pas suffisants, eh bien, les cellules de levure ne peuvent pas se reproduire comme il le faut, et donc la fermentation alcoolique ne pourra pas aller au bout, pourra peut-être même ne même pas commencer. Ça tient à ça souvent. En revanche, l'eau qui contient du fer et du manganèse est très dangereuse et très néfaste pour le saké. On retrouve ces arômes, vous savez, un peu ferrugineux, et souvent la manganèse, ça décolore les sakés. Le fer, au contraire, ça va l'assombrir, la manganèse va vraiment le décolorer, et c'est souvent un aspect qui va ternir les sakés japonais lorsqu'ils sont exposés à la lumière. Donc vraiment, le fer et la manganèse à exclure totalement.
Donc, il y a déjà un choix de l'eau et de la rivière où la maison va se situer. Et ça, c'est assez formidable. C'est la dureté de l'eau. Ici, au département de Yogo, hein, la photo a été prise à Yogo, c'est la célèbre eau Miyamizu. Eh bien, c'est une eau assez remarquable, d'une grande élégance, mais quand même assez volumineuse. Prenez un chiffre, donc l'expression DH, c'est une unité de mesure de dureté de l'eau en Allemagne. Plus on se rapproche de zéro, plus on est sur la pureté et la finesse. Un exemple qui est fantastique, l'Évian, qu'on connaît tous, qui pour nous est un modèle de pureté, de délicatesse, certains diront neutre, hein, pas trop ce mot, mais c'est un peu ça. Eh bien, en gastronomie, est très intéressante, elle est à 17 DH. Pour marquer au-dessus qu'on est loin de 17 DH. Un exemple, l'eau de Fushimi à Kyoto est à 4 DH, donc elle est 4 fois plus pure que l'eau d'Évian. L'eau de Shizuoka, 1 DH, est donc 17 fois plus pure que l'eau d'Évian. C'est pour moi assez prodigieux de voir qu'effectivement ces eaux sont d'une grande qualité et vont permettre d'exprimer la fraîcheur, la pureté, la spontanéité des grands sakés japonais. Un chiffre qui vous intéresse, c'est la moyenne nationale de DH, de dureté de l'eau, 3,43. Moi qui ai goûté cette eau à Fushimi, à Kyoto, 4 DH, en goûtant, effectivement, j'ai senti passer quelque chose, mais j'ai eu cette extraordinaire sensation de n'avoir aucun arôme, aucun goût, aucune saveur, rien du tout. C'est la pureté de l'eau à son maximum. Rappelons aussi que pour la culture, Fushimi à Kyoto, 4 DH, c'est l'eau utilisée par le célèbre whisky Yamazaki. Sacré à plusieurs reprises le meilleur whisky du monde. Je ne parle pas de Contrex, 26 DH, vous la connaissez tous. Je n'ai pas de discours sur Contrex. À l'instar des grands sols qu'on a dans le vignoble mondial, le calcaire, le schiste, le granit, eh bien, retenez ces 6 sources d'eau japonaises qui vont être les grandes références. La première, c'est Miyamizu. Ce nom est très important. L'eau de Kobe à Yogo, intensité, puissance, structure, dynamisme dans les sakés. Et bien sûr, de par son apport en phosphore, en potassium assez élevé, on a bien sûr beaucoup d'intensité aromatique et potentiellement un grand potentiel de garde. L'eau de Fushimi, que j'évoquais à l'instant, qui s'appelle Gokosui, qui est l'eau aromatique honorable en traduction, c'est l'une des plus pures du pays, bien sûr, grande délicatesse, grande subtilité, elle est extrêmement reconnue. L'eau du mont Fuji, bien sûr, le mont Fuji n'est pas qu'un mythe, il est passionnant dans sa composition géologique, puisque bien sûr, l'eau de Fukuryusui, c'est le mont Fuji, la neige et la pluie pénètrent ces sols volcaniques en profondeur, et donc cette eau de source est naturellement purifiée et d'un grand équilibre. Ce qui fait qu'on a des sakés avec souvent une acidité fine, longue, raffinée, délicate. C'est aussi une eau que je trouve assez remarquable dans la préfecture de Yamanashi, le centre-nord du Japon. Ensuite, vous avez bien sûr l'eau de Yamagata. Sur l'ensemble de la préfecture, c'est remarquable. Grande pureté, grande fraîcheur. L'eau Hakusan à retenir, c'est la toute première GI de l'histoire du saké japonais en 2005. Une eau assez dure malgré tout, qui amène du volume, de la texture en bouche et de la persistance. L'eau Hakusan est vraiment une eau mythique au Japon. Et enfin, l'eau Saijo à Hiroshima, moyennement dure, mais vous vous rappelez, on a vu tout à l'heure le riz Atan Nishiki, cacaoté, épicé, qui va parfaitement se combiner avec cette eau moyennement dure des montagnes de Shugoku. Cette image, je l'aime beaucoup parce qu'elle exprime l'eau japonaise, rafraîchissante, fraîche et pure. Et pour moi, c'est ça aussi un grand saké japonais, c'est quand on arrive à se rapprocher de cette fraîcheur, de cet éclat et de cette pureté. Vous aurez donc bien compris que l'eau est extrêmement importante et c'est finalement ça qui a permis de délimiter aujourd'hui 7 GI, 7 indications géographiques au Japon. Je vais faire l'aller-retour entre l'explication de la GI et la carte. Comme ça, vous pourrez bien comprendre ces 7 appellations japonaises en ce moment. La première, on l'a vu, Hakusan, avec l'eau de Hakusan.
décembre 2005, hein, donc c'est assez récent, les premiers décrets d'appellation pour les GI. C'est que dans ces profonds, l'eau est assez dure, donc Ishikawa, nous sommes ici, l'est japonais, le GI Hakusen, sur une partie donc, de la montagne Hakusen. Cette GI récompense l'eau de Hakusen. En décembre 2015, donc 10 ans plus tard, il s'est passé 10 ans sans rien du tout au Japon, eh bien on crée, c'est quand même assez fou, la GI Nihonshu. Nihonshu, donc c'est saké japonais, hein, c'est le terme exact pour le saké japonais, le terme précis, qui est donc la GI nationale. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle est réservée pour les sakés produits au Japon avec du riz produit au Japon. Aussi fou que ça puisse vous paraître, il n'était pas obligatoire d'avoir du riz japonais pour faire du saké japonais. Connaissant les Japonais, évidemment, pour eux, c'était normal d'utiliser un riz local, mais néanmoins, ce n'était pas légiféré. Maintenant, ça l'est depuis décembre 2015. Et donc, on doit utiliser maintenant sur étiquette le terme Nihonshu depuis ce millésime 2016. Yamagata, donc, Yamagata qui est un exemple de pureté, de fraîcheur, d'éclat, nord du Japon. Ici, l'ensemble de la préfecture est classé, à l'inverse de Hakusen, qui est une partie d'Ishikawa. Là, on a toute la préfecture qui est classée parce que toutes les eaux de Yamagata sont d'une pureté exemplaire. Pour moi, c'est le saké d'éducation par excellence. On a ces étiquettes, hein, GI à chaque fois sur chaque bouteille. Commencez par ça, plateau de fruits de mer ou cuisine à caractère iodé, et vous allez voir que c'est une première photographie du saké japonais qui est extraordinaire. On comprend tout avec les sakés de Yamagata. Juin 2018, c'est au tour de Nada Gogo d'être classé GI à Hyogo, donc on est tout près de Kobe ici. C'est la fameuse eau Miyamizu que je vous ai montré tout à l'heure ici, celle-ci, qui est classée donc GI en 2018 avec un peu plus d'étoffe, plus de générosité, de structure, de densité, d'un équilibre exceptionnel. C'est la maison en France qui importe Valade et Transandine. Donc c'est une sélection aussi d'Olivier Poussier pour Valade Transandine qui importe les sakés de Nada Gogo. Excellent choix. Pendant le confinement, l'an dernier, eh bien, nous avons eu Arima qui a vu le jour ici, tout près de Nada Gogo, sur la même préfecture de Hyogo. Sachez que Hyogo, c'est un petit peu la Bourgogne ou Bordeaux. C'est une région emblématique, historique. C'est là où est né le riz Yamada Nishiki. Et c'est là où on a quand même 2 GI sur une seule préfecture. Donc, c'est vraiment la préfecture reine au Japon. Arima, alors, assez étonnant parce que ce n'est pas l'eau qui est classée. C'est la seule exception à ce jour. On a classé non pas l'eau, mais le riz. Obligation d'utiliser le riz Yamada Nishiki parce que né dans ce district, l'eau, bien sûr, est en adéquation, mais l'eau n'est pas une obligation de classement. C'est uniquement le riz Yamada. Donc, bien sûr, style délicat, rafraîchissant, exotique, fruité, floral, parce que c'est l'expression du riz Yamada Nishiki. Donc, dans le district de Himeji, donc, qui est une ville remarquable au Japon, historique. Et donc, c'est la seule qui impose un riz. Toutes les autres n'imposent pas de riz particulier, simplement une autre source. En mai 2020, la GI Mie, ici, Mie qui est assez fantastique, une des dernières nées, donc tout près d'Osaka, cette préfecture magnifique, gastronomique, produit notamment les meilleures huîtres du Japon. Ici, bien sûr, c'est la rivière Mie qui est classée, mais davantage, au-delà de ça, c'est l'autorisation d'utiliser des levures d'algues pour la fermentation alcoolique. Ça m'a paru assez particulier au début quand j'ai entendu ça, mais effectivement, les levures d'algues sont capables de transformer le sucre en alcool. Ce sont donc des micro-organismes adaptés au brassage du saké. C'est très surprenant, mais effectivement, c'est une réalité. C'est comme ça que Mie a été classée. Et la dernière, donc, née le 21 janvier 2021, Tonenumata, donc au nord de Tokyo. Nous sommes ici sur une préfecture verte, c'est le cas de le dire parce qu'elle est verte sur votre écran. Au-delà de ça, c'est la plus grande concentration de production de légumes bio au Japon. Et Tonenumata, c'est une eau d'une extrême pureté. En revanche, c'est en altitude, cette préfecture. Il y fait extrêmement froid, je dirais d'octobre à mars, où vous dépassez rarement les 3 degrés. Donc, c'est vraiment une eau glacée, grande pureté. Et c'est ici qu'est né pour la première fois les sakés sparkling, pour information. Voilà donc les 7 indications géographiques.
pour l'eau. Le toji, bien sûr, qui est l'autorité suprême, le maître de chez d'une maison de saké. C'est vraiment ici une autorité qui ne peut pas être contestée, pas même par le propriétaire de la maison. Et ce qui est assez intéressant, vous allez voir, c'est qu'ici, le toji, le maître de chez, a une culture régionale. C'est-à-dire qu'il ne va pas avoir une méthode nationale, je dirais globale. Chaque toji a suivi un enseignement dans ses propres écoles de région et ne peut pas exercer en dehors. Concrètement, c'est comme si un maître de chez de Bordeaux avait appris son métier à Bordeaux, mais n'avait pas le droit, ou interdiction même, de faire du vin en Bourgogne. C'est impossible. C'est vu là-bas comme une trahison. Si vous apprenez à Kyoto, vous faites du saké à Kyoto, vous ne pourrez pas en faire dans le nord à Yamagata. C'est impossible. Ou alors, il faut recommencer, il faut refaire une école. Alors moi qui ai eu sous les yeux quelques cours enseignés là-bas, je dois dire que la nuance est quand même très subtile dans l'enseignement, mais quand même, c'est ces petits détails-là qui font les secrets aussi des régions. Et donc, on ne change pas de région. Une fois qu'on apprend quelque part, on y reste à vie. Le toji est assisté d'un kashira, c'est son nom, l'assistant chef toji. Et les brasseurs et les petites mains s'appellent des kurabito. C'est un nom très connu. On retrouve souvent la cuvée kurabito dans les maisons de saké. C'est un nom qui revient assez souvent parce que voilà, ça rend hommage aussi aux petites mains dans les brasseries. Très rapidement, l'élaboration, je pense que Juliette, on pourra répondre, pourquoi pas avec Philippe, aux questions en fin de présentation si vous voulez. Mais l'élaboration, je vais être assez bref, je vais être concret et concis. Il faut que vous puissiez intégrer cette boisson assez rapidement et sans trop de complexité. Simplement, Xavier, je me permets, donc c'est ce que j'ai proposé, de noter toutes les questions que les gens posent dans le chat et de vous les faire parvenir à la fin de la session. Parfait, parfait. Super, c'est magnifique. L'élaboration ici, avec, eh bien, je dirais, une des règles d'or que j'aime bien utiliser dans le saké japonais, en tout cas dans ma prescription aux clients, c'est une bière de riz qui se déguste comme un vin. L'autre phrase, c'est une boisson fermentée à mi-chemin entre la bière et le vin. On coupe toujours court à ce fameux débat en disant que le saké japonais est un alcool fort. Pas du tout, c'est fermenté au même titre que le vin et la bière. Deux micro-organismes responsables de ça, l'Aspergillus oryzae, que vous connaissez sans doute, qui est notamment connu, en tout cas un de ses cousins pour le Roquefort notamment. Donc lui permet la transformation, ce koji, donc c'est l'Aspergillus, de l'amidon du riz en sucre. On le voit ici. Nous, ce qui nous intéresse, donc il y a du jaune, du blanc, du noir. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment le jaune, qui est vraiment le riz, le koji pour le saké japonais. Et enfin, un autre allié du vin, quelqu'un que vous connaissez bien, les Saccharomyces cerevisiae. J'ai marqué entre parenthèses levure de saké volontairement, parce que vous savez tous que c'est la levure du vin, évidemment. Mais ce sont les mêmes. On les voit, ces Saccharomyces ici en bas. Elles transforment, vous le savez, le sucre en alcool. À une différence quand même assez notable, ce sont des Saccharomyces qui sont un petit peu différentes dans le sens où elles peuvent travailler à partir de 5 degrés Celsius, extrêmement bas, ce que ne peuvent pas faire les nôtres en Europe. Bien sûr, une fois qu'on a ce riz, on a récolté ce riz, on a poli, eh bien, on va ensuite le laver, le débarrasser de ses impuretés, le tremper dans l'eau de source locale, une eau très froide, ce qui va permettre donc de le rendre assez moelleux pour permettre aux champignons de travailler par la suite. Une fois que ce riz est lavé, trempé, bien sûr, c'est un chronomètre, donc très très timé en fonction de la taille du riz et de sa variété. Eh bien, on va tout simplement le cuire, comme chez vous peut-être à la maison, si vous avez un cuiseur de riz. Eh bien, on cuit vapeur. Ce riz va donc sortir. Et donc, pour récapituler, donc, il est contrôlé. Une fois que l'eau est assez pénétrée à l'intérieur, on le cuit, on va le sortir, on va le remuer pour le rafraîchir. Et ensuite, eh bien, c'est une phase cruciale. On va l'asperger, le saupoudrer de champignons koji, l'Aspergillus oryzae qu'on a vu, qui vont donc transformer l'amidon du riz en sucre. Cette opération dure 3 jours. C'est donc la saccharification, parce que pour faire de l'alcool, il faut du sucre.
Le riz n'en a pas, on va donc en créer. Et ça, c'est un détail de technique qui peut vous paraître anodin, mais c'est vraiment important. Plus on met de koji, plus on aura de sucre et donc plus d'alcool. Si on saupoudre un peu moins, on aura moins de sucre, moins d'alcool, c'est un peu plus délicat. Tout cela, ce sont des détails, mais qui au final comptent énormément. Et le saké japonais, c'est que ça. À chaque étape, c'est crucial et vous pouvez tout changer avec un petit détail seulement de fabrication. Après, et ça c'est plus important, je vais essayer d'être très bref et très concis et très clair. C'est une cuve de fermentation. On va donc mettre le riz cogifié, donc le riz sucré qu'on a ici au bout de 3 jours, avec de l'eau de source, du riz cuit neutre et des levures. Et donc ensuite, on va remuer, on va donc créer ce pied de cuve qui va commencer à fermenter le premier jour. Le dernier jour, le lendemain, on laisse pour qu'il y ait bien un départ de fermentation. Le troisième jour, on recommence avec un peu plus, vous voyez, de proportion. On va rajouter plus de riz cogifié, plus de riz cuit, plus d'eau, un peu de levure. On va mélanger pour que la fermentation continue de bien prendre. Le quatrième jour, donc, c'est l'addition finale. On va compléter la cuve avec la même chose, l'eau, le riz cuit, le riz cogifié et un peu de levure. Et donc, évidemment, on se tourne vers une fermentation alcoolique, mais pas n'importe laquelle. C'est la seule boisson fermentée au monde qui propose une double fermentation simultanée. Ce qu'on appelle le moromi. Ce mot en fermentation, il y a une activité bactérienne qui est colossale. Vous voyez d'ailleurs le nombre de bulles, c'est assez flagrant, ça mousse même. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans cette cuve? Eh bien, en même temps, le koji va chercher l'amidon pour le changer en sucre, et dans le même temps, la levure va changer le sucre en alcool. Cette étape dure entre 20 et 30 jours. Tiens, encore un point commun avec le vin, c'est à peu près les mêmes durées de cuvaison qu'un vin. En fin de fermentation alcoolique, on va donc corriger ce degré parce que bien sûr, le saké japonais est la seule boisson qui peut monter naturellement d'elle-même à 20 degrés d'alcool uniquement par fermentation. Et donc, on va rajouter de l'eau, on va diluer à l'eau, de source bien sûr, pour retomber à peu près à 16, voire 15 degrés. Tout dépend de ce que le producteur souhaite réaliser comme saké. Et globalement, c'est fini. Donc, vous voyez, c'est pas si compliqué en fin de compte. Mais derrière, à partir de cette fin de fermentation, on a plusieurs options possibles. Donc, bien sûr, quand le saké est fait, on va mettre cette sugidama, qui est une boule de cèdre taillée. C'est la fierté des Japonais, hein, voyons, on le voit. Ça annonce la fin de fermentation de la première cuve dans la maison de saké. Donc, ça avertit un peu le village comme quoi le saké ici est fait. Mais derrière, on a plusieurs options. Filtration ou pas. Si on n'est pas filtré, on sera un nigori, c'est-à-dire un saké trouble, laiteux. On a également un autre mode de filtration qui est la méthode Shizuku, goutte à goutte. C'est extraordinairement long et il faut être vraiment patient pour cette cuvée, mais c'est l'essence même de la cuve parce qu'on ne garde que le sein du sein. Ça me fait un peu penser vous savez, en Champagne, à la première presse, avant les tailles. Eh bien, c'est un petit peu ça. Hein. C'est ce marc qu'on va un petit peu avoir comme équivalent pour le riz saké, mais encore plus, je dirais, encore plus précieux. Hein. C'est les 2050 litres de première presse de champagne, mais vraiment le cœur du cœur. Encore plus que ça. Derrière, donc, c'est la mise en bouteille. La pasteurisation, effectivement, ou pas. Donc, on a à la place du soufre, on va donc pasteuriser le saké. S'il n'est pas pasteurisé, il va s'appeler NAMA, N-A-M-A, non pasteurisé. D'ailleurs, à ce propos, c'est toujours dur pour nous d'admettre que les Japonais ont trouvé la pasteurisation à peu près 300 ans avant Pasteur. L'avantage qu'on a en France, c'est que Pasteur, lui, il a vraiment prouvé par A plus B et par écrit le process. Les Japonais savaient, mais ils ne pouvaient pas l'expliquer. Donc, c'est vrai que c'est une combinaison, on va dire, des deux. Après cette pasteurisation, on va mettre au froid, hein, globalement. Donc, la pasteurisation, on pasteurise à peu près, donc on est à 68 degrés sur 25 minutes, grosso modo. Après, tout dépend des régions et des maisons, mais c'est à peu près ça. Stockage au froid pour une stabilisation au froid à 2 degrés, voire 1 degré.
et ensuite mis sur le marché. Ça, c'est extrêmement important que vous ayez ces informations en main parce qu'on va voir la composition chimique du vin, du saké, pardon, on va la comparer au vin et à la bière. Pour moi, voir que le saké est entre la bière et le vin, eh bien, est-ce que c'est concret ou pas? On va pouvoir le voir. Taux d'alcool, ici, bien sûr, le saké est à 16 degrés, là où le vin, en moyenne, est à 13 degrés et la bière à 5 degrés. Pour l'instant, il n'y a pas de doute là-dessus, c'est assez clair. Le saké est un peu plus alcooleux que le vin. En termes de glucose, en grammes pour 100 ml, eh bien, le saké est beaucoup plus chargé en glucose. Là, j'ai une moyenne, pour tous mes chiffres, c'est une moyenne haute, que j'ai voulu volontairement haute, pour vous montrer un petit peu les écarts de façon plus spectaculaire. Le glucose, bien sûr, donc le saké, 4 grammes par 100 ml. Le vin, ça peut être autour des 3 et la bière, c'est quasiment inexistant, 0,2, je crois. Important, le pH. Le pH, vous voyez que c'est très intéressant. On a un pH similaire à la bière, donc assez haut malgré tout, 4,5 à 5 pH. Donc, il n'y a pas tant d'acidité que ça au final dans l'analyse. Là où le vin, lui, est en moyenne à 3,5, entre 3,5 et 3,7. Et bien là, on voit quand même une différence assez nette au niveau du pH. Le saké japonais est bel et bien avec une belle suavité. Rappelons aussi, hein, on a le glucose juste avant, que la moyenne nationale de sucre résiduel en grammes par litre pour le saké japonais, c'est 23 grammes de sucre. C'est quand même assez élevé. L'acide succinique, que j'adore dans le monde du vin, hein, c'est ce qui exprime ce côté salé, l'étoffe, la persistance. C'est presque une sensation d'umami, hein, quelque part, le succinique. Il est très élevé dans le vin, bien sûr, 1500 mg par litre. Le saké en a 3 fois moins, 500. Moi, j'aime beaucoup hein, cet acide succinique dans les vins. Dans les sakés, ce n'est pas vraiment une grande expression. Dans la bière, encore moins, vous voyez, parce qu'on est vraiment à peine 100 mg. L'acide malique, eh bien, on le sait, hein, il est assez présent dans le monde des vins, et notamment dans le raisin naturellement. 5000 mg par litre, donc là, bien sûr, on parle avant une éventuelle fermentation malolactique, hein, bien sûr, dans le vin. Le saké, c'est seulement voilà, à peu près 300 mg, et la bière, c'est quasiment inexistant. L'acide tartrique n'existe pas dans le saké et la bière, et bien sûr, on le connaît, hein, 4000 mg par litre, ce tartrique, dans le monde du vin, donc il est quand même assez présent. Le respect de la nature, alors je dirais aussi, en ce moment, vous savez, on a beaucoup de vignobles, de vignerons qui font ce qu'on appelle un retour aux sources avec un peu moins de traitements, d'engrais chimiques. On limite vraiment les pesticides et les traitements phytosanitaires. Ce qui est intéressant de voir avec le saké japonais et de le comparer. Le vin, bien sûr, la tendance, c'est la baisse des taux de soufre dans les vins. Dans le saké, eh bien, il n'y a pas de débat parce qu'il n'y a pas de SO2. Puisque les sakés, rappelons-le, sont pasteurisés. Donc, bien sûr, aucun SO2. Ça peut être, parfois, pour certains clients, clientes, un argument de vente. Pourquoi pas? Dans le vin, la limitation des traitements phytosanitaires, et bien dans le saké, il y a une autre solution pour la production du riz qui est beaucoup plus, je dirais, terre à terre. C'est les rizières non traitées avec des insectes qui régulent naturellement l'environnement en mangeant les champignons ou autres. C'est plutôt intéressant. L'expression du rendement hectolitre par hectare, eh bien pour moi, l'équivalent, donc c'est un terme quand même qui est essentiel dans le monde du vin. Le saké, c'est plus le taux de polissage qui, lui, va exprimer ce rendement hectolitre hectare. Donc je trouve que c'est vraiment aussi une notion à tenir en compte, le polissage, et le réflexe de toujours regarder ce taux de polissage quand vous goûtez un saké japonais. La densité de plantation, hein, j'ai mis une moyenne de 3000 pieds à l'hectare dans le vin globalement. Dans le saké, on est quand même sur une densité qui est colossale. Je parle pour les semis. Les pieds de semis de riz à l'hectare, c'est 150 000 pieds à l'hectare en moyenne. Donc, vous voyez, on est quand même sur des notions très différentes. Bien sûr, on ne peut pas vraiment comparer ce qui n'est pas comparable, mais le chiffre m'amusait et je voulais vous le montrer tout de même. Et l'activité de la taille de la vigne peut être en équivalence pour le saké le repiquage annuel des plants de riz, parce que bien sûr, pas de système racinaire, parce qu'on arrache les plants de riz, bien sûr, on les repique chaque année. Donc, il n'y a pas de perpétuité de ces plants
sur un long terme, puisque c'est des plantes qui ont une durée de vie d'une seule année. Et donc la taille, pareil, c'est une taille qui revient chaque année. Donc effectivement, c'est un peu le pendant, la similarité. Mention importante, une mention récente, la mention domaine dans le saké japonais. Mention de domaine, c'est pour une meilleure traçabilité et maîtrise de la qualité. C'est une mention spécifique, utilisée pour les brasseries de saké qui cultivent également leur propre riz dans la brasserie ou très près de la brasserie, tout autour. Ce terme, bien sûr, vous l'avez compris, vient de la Bourgogne. C'est la Bourgogne qui a inspiré les Japonais pour cette mention. Et c'est assez rare parce qu'effectivement, tout le riz à saké, le riz est produit par les fermiers qui vont donc le cultiver avec le cahier des charges de la maison de saké et qui ne sont pas salariés, hein, c'est notre entreprise. Ils vont donc récolter ce riz, le polir pour le fournir à la maison de saké. Donc vous voyez que c'est deux métiers différents. Ça fait partie aussi du protectionnisme japonais qui veut séparer les deux métiers pour éviter qu'il y ait des vagues de chômage. C'est plutôt judicieux. Quelques noms connus, en tout cas au Japon. Il y en a un qu'on connaît en France, c'est Kueji. Hein, c'est un des derniers coups de cœur de Philippe Thornbrack, l'eau du désir. Eh bien, c'était un domaine saké, donc ils produisent un propre riz. Je crois que Philippe s'en rappelle encore de cette belle bouteille. Setkin, ici, Nechi, Nidaonge et Shinbo sont 5 des maisons réputées avec cette mention domaine. La dégustation, attention, parce qu'elle peut être très piégeuse. On peut se faire avoir très facilement avec le sake, en tout cas faire des erreurs d'appréciation, chose que j'ai faite. Et les Japonais m'ont bien sûr très poliment corrigé. Tout d'abord, l'aspect visuel. Dans un vin, lorsqu'on a une couleur profonde, dense, c'est souvent signe soit d'évolution, soit de maturité. Effectivement, on est dans ce registre-là. Une appréciation visuelle un peu plus marquée, je dirais jaune paille, jaune or, ça signifie juste un taux de polissage qui était très faible. Donc on a très peu poli le riz. Ce n'est pas du tout lié au vieillissement, en tout cas pas toujours. Le nez qui exprime parfois des résidus fermentaires dans le vin qui n'est jamais vraiment agréable. Là, on a cet aspect bouquet secondaire qu'on aime parfois un peu moins, est considéré comme parfois des défauts. En revanche, dans le saké japonais, c'est plutôt qualitatif parce que ce côté fermentaire, yaourt, lacté, banane, eh bien finalement, c'est assez commun au Japon. Donc, à ne pas mettre en catégorie défaut, mais en qualité. Et surtout, et là, c'est un vrai débat, peut-être Philippe, si tu souhaites rebondir sur cette bouche, la persistance aromatique. Avec plaisir. Merci d'abord Xavier pour ce brillant exposé. C'est juste un bonheur de t'entendre, de voir que tu maîtrises ce sujet avec passion, à la fois technique mais aussi émotionnel, et c'est important. Et tout l'aspect technique qui n'est pas simple pour nous sommeliers français parce que ce n'est pas notre culture. Et surtout, ce qui est compliqué, c'est de mémoriser tous les termes quelque part. Alors, est-ce qu'il y a des moyens mémotechniques pour se souvenir des catégories de riz, pour se souvenir des régions, des préfectures spécifiques? C'est vrai que c'est malheureusement, Philippe, c'est complexe. Et ça, effectivement, il faut le rabâcher. Je discutais de ça avec Manuel Perrondet l'autre jour et il était désespéré. Mais effectivement, c'est avec le temps qu'on arrive à mémoriser tout ça. Voilà. Et ensuite, il y a effectivement ce que tu es en train d'évoquer, c'est-à-dire l'élément de la dégustation, parce que d'expliquer ce qu'est le saké en évoquant ce sur quoi tu as insisté, c'est-à-dire finalement le territoire particulier qui s'exprime à travers son hydrologie, son système hydraulique. Oui. Source, la qualité de l'eau, un peu finalement, alors tu as évoqué la bière souvent et tu as raison de faire ces parallèles. On peut évoquer aussi, même si ce n'est pas du tout le même type de boisson, mais le whisky. Bien sûr. Il y a, pardon Xavier, il y a aussi de très bons whisky au Japon. Même si la culture du whisky au Japon, elle a moins d'un siècle peut-être, en tout cas la culture qualitative, mais néanmoins, il y a des qualités remarquables aujourd'hui. Complètement. Et c'est lié. Ça, c'est lié à l'eau, notamment. Donc l'eau, le riz, qui maintenant, on l'a compris, même si traditionnellement ça venait du Japon, maintenant il y a une législation particulière qui impose le fait que ça soit uniquement du Japon, mais pas nécessairement de la même région de production ou le bassin de récupération des eaux, finalement. On peut faire venir du riz d'autres parties du Japon. Exactement, de toutes les préfectures. Ça, le riz
il y a différentes catégories, même s'il y en a une qui domine un peu le marché, comme on dit. C'est l'équivalent du cépage pour nous, avec un cycle végétatif très proche et les fameux 100 jours dans la maturité. Oui, Ce sont des éléments qui, effectivement, nous permettent d'aborder le sujet avec les consommateurs. oui, tout à fait. Peut-être, Philippe, tu pourrais peut-être nous répondre sur cette faible persistance et l'éclat de la bouche du saké japonais qui peut parfois surprendre. Et après, pour nous, ce qui est important, c'est d'argumenter auprès des gens qui ne comprennent pas le saké, qui n'en possèdent pas les codes. Et par contre, les gens que nous fréquentons et nous-mêmes, on maîtrise bien les codes du vin. Et la difficulté, c'est que c'est un peu en contrario. Quand on a un vin, nous, qui est plus, un blanc qui est plus foncé, on peut se dire, tiens, il est un peu oxydatif, il a vieilli ou il a mal vieilli, etc. Pour le saké, d'une façon générale, ça vient plutôt du fait qu'il soit faiblement poli. Donc, on peut l'expliquer dans ce sens-là et rassurer quelque part les gens. Le nez, le côté fermentaire est considéré un peu comme un défaut parfois de jeunesse pour les vins, hein, est plutôt considéré comme une qualité aromatique recherchée finalement, en tout cas courante pour les grands sakés. Et la bouche, ce à quoi tu venais, et là c'est peut-être le plus perturbant, c'est que finalement, je t'ai écouté dire ça souvent et j'ai pu le tester avec toi dans certains échanges et dégustations que nous avons fait ensemble, finalement c'est l'éclat, le flash, l'étoile filante quelque part qui va briller, qui va faire un grand saké. Et pas nécessairement la longueur, la persistance aromatique intense, la caudalie, etc., telle que l'on a pour le vin. Et ça, c'est peut-être le plus persistant parce que c'est dans la spontanéité et l'intensité de cette spontanéité, finalement, que le saké va délivrer sa vérité, son message. Et ça, effectivement, il faut qu'on en ait conscience, nous, parce que c'est pas spontané par rapport à notre culture, hein. Et surtout, ça ouvre aussi, parce que c'est un autre aspect très important des choses, c'est les accords avec les mets. Et pas que les mets japonais traditionnels auxquels on peut penser, mais des mets qui peuvent venir de toute la planète, y compris effectivement de la gastronomie française. Donc, c'est aussi là-dessus que les gens nous attendent. On parle du CO. Oui, complètement. Mais c'est vrai que cette. Donc, comment aborder le sujet, notamment, Xavier? Oui. Oui. Comment aborder le sujet de l'accord et ensuite, comment vieillit le saké, par exemple? Voilà, comment évolue-t-il est-ce que cette sucrosité, tu as évoqué tout à l'heure qu'il y avait à peu près en moyenne 23 grammes de sucre résiduel, c'est ça, sur un saké classique? Tout à fait, oui, c'est ça. Un degré d'alcool de l'ordre de 16 degrés, une assez bonne acidité, Absolument. avec un pH relativement bas. Oui, on aurait effectivement cette évolution qui va être assez limitée parce que on a un déficit d'acidité naturelle dans le saké. Et finalement, là où on peut se rendre compte que la sucrosité porte parfois les vins dans le temps, l'exemple de Sauternes, hein, qui est quand même assez remarquable, et pour le saké, c'est un vrai handicap parce qu'au final, il n'y a pas d'équilibre sucre-acide qui permet un vieillissement. Et au final, le riz, finalement, n'est pas taillé pour la garde. Et ce que je trouve assez fabuleux, c'est quand tu évoquais cette bouche éclatante, eh bien, c'est qu'en réalité, c'est extrêmement difficile à réaliser. Se rapprocher au plus près de la sensation de boire une eau de source, c'est ça un grand saké. Et bien, au final, c'est d'une complexité folle à réaliser. Donc, effectivement, les accords, oui, on va bien sûr y venir parce que c'est quand même l'essence du métier. Et aussi, je vous montrerai tout à l'heure comment manager une cave avec du saké japonais. Et là, on reviendrait, Philippe, tu as raison, sur la garde et les achats. Mais voilà, comme quoi, c'était là. C'était pas si loin que ça. Les alliances gastronomiques, bien sûr. Alors, il y a une phrase que j'aime bien dire, c'est là où le vin peut être en difficulté, eh bien, le saké trouve la solution. On évoque notamment en difficulté l'albumine, cette texture visqueuse parfois d'albumine, hein, non cuite, les soupes, les légumes vinaigrés, l'amertume. Eh bien, souvent, le saké réussit. Pourquoi il réussit? Parce qu'il est un exhausteur de goût. Il ne va pas créer de complicité aromatique ou de texture comme un vin avec un vin rouge, avec ses tanins. Le tanin et la viande de bœuf, hein, c'est très facile, mais on comprend tout de suite. Hein. Là, non, c'est simplement un exhausteur de goût. Donc, il va mettre en lumière ces produits et les amplifier, les sublimer. En revanche, le saké devient un pendant du vin parce qu'il est complice, comme le vin, avec l'iode, le végétal, les ormeaux,
l'artichaut qui peut parfois être un petit peu glissant comme plat, eh bien l'artichaut est magnifique avec les sakés japonais. Donc voilà la vraie différence. C'est un exhausteur de goût, à l'inverse du vin qui va créer une complicité et une complémentarité avec les mets. On peut créer les accords, bien sûr, réconfortants, enrobants, les accords de contraste. Tout est possible, mais le saké, non, c'est un exhausteur de goût. Ça va révéler les produits. Et là, effectivement, on le voit clairement avec un menu, entre guillemets, ou quelques plats signature de notre pays, notamment tout ce qui est voilà, les jolis carpaccio avec les agrumes pour les sakés frais, purs et délicats. Le foie gras chaud, que j'aime beaucoup, avec des sakés très peu polis, donc avec une belle structure, qu'on n'hésitera pas à tiédir, hein, parce que les sakés qu'on va tiédir sont ceux qui seront les plus opulents, les plus généreux. Oui, c'est important la température. Il y a une vraie différence, pardon Xavier, il y a une vraie différence même sur les accords, hein, entre un saké servi froid, tempéré et servi tiède, voire chaud. C'est quoi le gradient de température utilisé en général? Globalement, on va considérer un saké froid à 12 degrés, 10-12 degrés. En revanche, un saké chaud, il faut aller pas au-delà de 37 température de peau, parce qu'au-delà de 37, on va perdre la sensation aromatique et n'avoir que l'alcool. Et à 37 degrés, on a une suavité, une sucrosité enrobante qui est merveilleuse. Et avec le foie gras, ça va enrober la texture fondante du foie gras chaud. C'est sublime. Quelques sakés vieillis, notamment avec des champignons, les méthodes ancestrales de tradition avec des sakés volumineux, structurés avec quelques jolies pièces de veau rosées, les fromages avec ces fameux koshus. Les koshus, ce sont les sakés vieillis 3 ans minimum avec une robe or merveilleuse qui ont quelques aspects un peu mellifères, comme ça, c'est remarquable. Et j'aime bien aussi les koshus, sakés vieillis avec le Mont Blanc que vous voyez ici, ce fameux Mont Blanc qui est notre fierté nationale. Et finalement, ce Mont Blanc va être extrêmement complice avec l'aromatique ici et cette texture aussi des Monts Blancs. Moi, j'aime beaucoup. Et enfin, ce fameux Saint-Honoré parisien où ici, on va utiliser un kijoshu, donc un saké de dessert. Le process est très simple. On va remplacer l'eau par du saké dans le process, donc c'est un saké de saké, entre guillemets. Taux de sucre résiduel, 60 grammes, c'est une douceur fabuleuse. Taux d'alcool à peu près 8 degrés. Les conditionnements et achats, eh bien ici, c'est assez important. En tant que sommelier, vous ne devez pas faire vieillir vos sakés au-delà de 5 degrés. 7 degrés, admettons. Moi, en situation de restaurant, c'est très simple. Ma cave du jour n'est pas assez fraîche pour ça. Donc, je mets mes sakés dans mon frigo à eau, avec les évians et les badois. C'est là où ils sont placés, en bas, parce qu'on doit absolument respecter la chaîne du froid. D'accord. Il faut penser qu'il y a beaucoup d'eau, que c'est de l'eau de source, donc finalement, oui. le frigo à eau, ça va bien. C'est pas incohérent. Il faut se souvenir de ça. Hein. Par contre, attention à vos commis, quand vous dites allez me chercher l'eau, faites attention que ce soit de la bonne eau. Une fois ouverte, j'utilise moi au restaurant un vacuvin. On connaît tous ce vacuvin qui va pour moi me permettre d'optimiser les sakés environ 5 jours. Mais surtout, l'erreur que j'ai faite et qu'on ne doit pas faire, attention pour manager votre cave, achetez vos sakés 6 par 6, pas plus. De ce fait-là, vous aurez toujours les sakés les plus frais, les plus spontanés, fournis par votre importateur. Pour l'histoire, moi j'avais acheté une fois un lot de 36 bouteilles. J'avais acheté comme les vins finalement. J'avais beaucoup de mal à le vendre. Et entre le moment où j'ai acheté et donc j'ai commencé à le vendre et la dernière bouteille, il a dû se passer au moins 9 mois. Et le saké avait totalement évolué, était presque oxydatif à la fin parce que voilà, le potentiel de garde moyen, c'est 1 an, 18 mois maximum. Peut-être que le saké était déjà en France depuis un certain temps. Donc ça va porter préjudice. Donc depuis, c'est comme ça que je fonctionne. J'achète 6 par 6. Comme ça, je n'ai pas de pression de stock. Aussi, la trésorerie est plus souple. Et au moins, j'ai des sakés très frais, très purs. Et enfin, dans un catalogue, n'achetez pas de Namazaki. Alors, n'achetez pas. C'est un peu radical ce que je dis, mais évitez parce que le saké non pasteurisé voyage pas si bien que ça en avion. Et surtout, il est tellement bon au Japon, extrêmement frais, extrêmement pur, qu'on est forcément déçu en France. On perd de cet éclat de fraîcheur. Et sincèrement, le Nama, ce n'est à goûter
qu'au Japon. Désolé s'il y a des importateurs qui nous écoutent, mais en termes de restaurant, je préfère vous dire que le Namazaki a un potentiel de garde de 6 mois seulement, une fois sorti du chai. Donc imaginez, entre le transport, le fait que l'importateur vous le vende, que vous commencez à l'acheter, vous mettez sur carte, bah, il peut se passer au moins 4 mois, même 5 parfois. Donc effectivement, potentiel de garde très limité. C'est compliqué. Le conditionnement, eh bien, n'hésitez pas aussi dans vos restaurants, et c'est ce que je fais moi, à le considérer comme un vin. La verrerie, verre à vin. La carafe, pour les sakés les plus opulents, les plus généreux, mérite sa carafe. On avait fait quelques expériences avec une belle clientèle luxembourgeoise. Un jour, j'avais mis 2 carafes. Bon, les couleurs n'étaient pas les mêmes, mais quand même, sur 3 entrées, c'est des clients luxembourgeois assez aisés. Hein, donc, n'ayez pas peur des références, mais il y avait Aubryon Blanc 2014, et en face, il y avait un grand saké japonais, à peu près du même acabit en termes de prestige. C'est des gens très éduqués, servis à la carafe, et au fur et à mesure que les 3 entrées déroulaient, donc c'était à l'aveugle, les gens savaient que c'était un saké et un vin, et m'ont dit on ne sait pas lequel on préfère. Parce qu'effectivement, le saké a opéré une magie là où Aubryon Blanc en a opéré une autre, et à d'autres moments différents. Les deux ont été très complémentaires. Donc c'est pour vous dire aussi l'extraordinaire potentiel de cette boisson, au contact aussi des plus grands monuments des vins français, où effectivement la carafe est une arme assez intéressante pour le saké japonais. Donc n'hésitez pas, bien sûr, la verrerie française pour les verres. Globalement, je conseille verre à vin blanc classique type Riesling. Le rôle du sommelier par rapport au saké japonais. Je crois qu'il y en a beaucoup aujourd'hui qui nous écoutent. Vous êtes un prescripteur, grâce au saké, d'une expérience inédite pour vos clients. Vous allez stimuler la curiosité des convives. C'est-à-dire que si vous les stimulez, vous les intéressez, ils apprennent quelque chose, vous les marquez. Vous marquez l'expérience et vous êtes du coup un élément important de la réussite de la soirée. Vous devenez par conséquent, en connaissant cette boisson, en la maîtrisant, une valeur ajoutée pour votre restaurant et pour l'employeur. Et surtout, il faut être lucide sur l'immense capacité des ventes additionnelles que peut générer le saké japonais. Pour moi, dans mes hôtels, Peninsula et maintenant au Crillon, c'est assez conséquent quand même. Et ça me permet finalement, et c'est aussi un peu le rôle du sommelier, de faire plaisir au patron et de faire plaisir aux clients. Mais si le patron est content, je n'aurai pas de difficulté à faire plaisir à mes clients. Absolument, tout le monde est content. En tant que patron, tu le sais, Philippe. C'est le but. C'est le but. Mais bien sûr, et ça, Philippe, je pense que tu seras assez d'accord, il n'est pas question pour nous de mettre en concurrence le saké et le vin. C'est-à-dire qu'à aucun moment, mon discours est de dire que le saké, c'est mieux que le vin. Bien sûr que non, parce que mon métier premier, c'est le vin, évidemment. Simplement, on vous propose cette boisson en support, en création d'expérience. Voilà, c'est une boisson expérientielle. C'est ça qui est intéressant. Et ce qui aujourd'hui fait partie de notre métier. On entend beaucoup Paz Levinson, qui travaille pour Anne-Sophie Pic, parler des accords avec les thés qu'elle réalise aussi, en boissant son alcool. C'est aussi ça le sommelier. C'est-à-dire que bien sûr, le vin, c'est notre cœur de métier, mais les boissons annexes font partie de l'expérience et font partie de notre expertise. Et je pense que ça, c'est plutôt intéressant. Les gens nous attendent de sommeliers, bien sûr, sur le vin, mais ils sont extrêmement contents qu'on leur propose d'autres types de possibilités, qu'on leur fasse découvrir. D'autres boissons. Et le côté expérience que les gens viennent chercher dans les restaurants aujourd'hui, ouais, est quelque chose qui est super important pour créer le souvenir, justement, aux gens. Exactement, tout à fait. Créer un souvenir, c'est tout à fait ça. Pour moi, aujourd'hui, il y a 3 ouvrages à avoir dans cette table de nuit, entre guillemets. Les maîtres du saké, ici, par la formation Kiki Sakeshi, qui est une référence au Japon. Tous les grands sommeliers japonais, dont le plus grand d'entre eux, M. Tasaki, ont contribué à ce livre et maîtrisent ses codes. Le deuxième, c'est plus scientifique, c'est Nihonshu, le saké japonais par Gauthier Rossi, qui est vraiment dans le détail technique le plus absolu. Donc je conseille de commencer par gauche ou même droite et de finir par l'ouvrage de Gauthier, parce que c'est vraiment très très scientifique. Mais par contre, c'est d'un détail absolu.
Et enfin, Madame Saké, Adrienne Saulnier, qui signe le guide du saké en France. Apprendre, déguster, acheter. Une Bible aussi que j'aime beaucoup. Pour moi, voilà, ce sont ces 3 ouvrages indispensables à la bonne lecture du saké japonais et puis qui, bien sûr, après pourra vous accompagner pendant toute votre carrière. Et bien sûr, comme dans toute boisson, même dans le vin, on n'apprend plus sur le terrain, chez le vigneron. Et bien un jour, peut-être, vous offrir un voyage au Japon quand les frontières seront rouvertes pour explorer tout ça. Un petit site, hein, Philippe, quand même, citer notre partenaire qui a un site internet qui est assez remarquable, japonsake.org.jp. Ça, je vous le conseille parce que c'est très ludique. Le process de sakification est très schématisé, très clair, et je trouve que c'est toujours un bon outil pour se perfectionner avec les Japonais. Et bien sûr, ça, c'était pour la version anglaise de ce matin. J'aurais rappelé aussi le site de l'association. Merci encore pour votre attention. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez un peu plus maintenant de clés en main pour vous parler du saké japonais. En tout cas, un grand merci, Xavier. Je pense qu'on peut t'applaudir même à distance parce que c'était très chouette. Un grand merci, bravo, bravo. Un grand merci à tous. Alors, il y a quelques questions. Je sais que nous sommes tous un peu pris. Il est déjà un petit peu tard dans la journée. On a commencé tôt, comme tu le rappelais tout à l'heure, avec nos amis anglo-saxons. Il y a quelques questions qu'on pourrait prendre peut-être rapidement pour les minutes qui nous restent. Par exemple, je vois un peu les questions sur le fil. Pour parler, par exemple, un petit peu du sparkling saké. Alors, on pense à Richard Geoffroy, notamment, et tout le travail qu'il a fait avec Dom Pérignon, et maintenant, l'expérience avec AU. On va penser à France, mais voilà. Mais voilà, le saké, le sparkling, c'est une nouveauté. Elle est arrivée grosso modo en début 2010. Il y a eu quelques essais sur fin des années 2000. Il y a 3 façons de le faire, le saké sparkling. Donc, on part de la fin de fermentation, d'accord. À partir de là, 3 options. Vous filtrez, vous ajoutez du gaz, donc adjonction de gaz carbonique, ce qui est possible. Vous avez également l'autre option de la fameuse méthode Sharma, donc la méthode en cuve close, que je trouve plutôt intéressante. Parce qu'elle pas mal a priori de ce qu'on a goûté, effectivement. Je partage. C'était très très bon. C'est très très bon. Elle permet aussi d'inerter, il n'y a pas d'oxygène. Et bien sûr, la dernière option, la plus connue d'entre nous, enfin pour nous plutôt, c'est la méthode traditionnelle champenoise, donc seconde fermentation en bouteille. Donc il y a 3 options. Alors, il y a des questions aussi. Que devient le résidu de polissage? Alors, excellente question, parce que vous connaissez les Japonais, Philippe, il les connaît bien aussi. Tout est réfléchi et on aime la nature. Donc, les résidus de polissage sont donnés à manger aux bœufs au Japon. C'est-à-dire qu'on va nourrir les bêtes avec ce résidu de polissage. C'est plutôt bien vu. Peut-être envoyé à Kobe? Oui, entre autres. J'avais d'ailleurs visité une brasserie de saké à Kobe, qui est un lieu assez extraordinaire. L'élevage en fût de chêne pour le saké, donc est-ce que dans ce cas-là, en plus de toutes les matières organiques que tu as décrites, on peut retrouver du tanin dans le saké? Alors, effectivement, il y a un élevage en barrique. Ces barriques sont en bois de cèdre, en réalité. Ce n'est pas du chêne, c'est du cèdre. Et c'est du cèdre qui, attention, il n'y a pas de bousinage. Donc, on ne va pas brûler le fût, on va au contraire. Donc, c'est vraiment du bois brut, du bois très frais. Cette notion de tanin, par contre, est très peu marquée parce qu'en général, il les laisse entre 1 et 3 mois maximum. Donc, ce n'est pas du tout les mêmes notions. C'est plus une infusion aromatique. On n'aura pas encore le tanin de bois. Rappelons que la mention légale pour élever un fût de chêne en France, c'est 6 mois. Là, le Japon, quand même, c'est 3 mois. Donc, ce n'est pas la même chose. Donc, je ne dirais pas tanin, non. Mais en revanche, ça peut amener un énorme bouquet aromatique très intense. On sent le cèdre énormément. À mon sens, ce n'est pas une boisson adaptée à l'élevage parce que trop fragile. Et de toute façon, le fût de cèdre va prendre le pas automatiquement. Donc, je déconseille vraiment l'élevage. Est-ce qu'il y en a de la dégustation dans les coupes carrées en bois, justement traditionnelles? Oui, effectivement, c'est l'unité de mesure. Effectivement, donc ce massou, hein, c'est carré en bois, qui est l'unité de mesure, donc c'est 18 centilitres. Effectivement, je trouve qu'il n'y a pas tant d'intérêt que ça, c'est plus l'aspect folklorique, parce que ce sont les samouraïs à l'époque, la garde rapprochée de l'empereur, qui dégustaient comme ça.
On a gardé ça pour faire les bouteilles de saké. D'ailleurs, petit détail pour les sommeliers, un saké, c'est 72 centilitres, pas 75. Et donc moi, je suis ça c'est important. Et je vais faire un service de 10 centilitres. Donc c'était 7 verres de 10 centilitres. Pour moi, c'est idéal. D'accord, plus les 2 centilitres pour goûter, voir si tout va bien, quoi. Exactement, les fameux 2 centilitres. C'est important. Tu as déjà évoqué le côté exauceur de goût. Et finalement, on évoque souvent l'umami quand on parle du saké et quand on parle également de produits qui peuvent aller avec le saké. Exact, parce que certaines crèmes, etc. Exactement, les poissons séchés, tout ce qui est concentré aussi. Oui, l'umami est une vraie référence tactile. Moi, j'aime bien à dire que c'est effectivement cette sensation de gras, presque de glycérol dans les vins quand on a ça. C'est un peu ça l'idée de l'umami. Donc effectivement, oui, ça nous ouvre aussi la porte du cuisine barbecue. Le sommelier du Crayon qui a parlé du saké. Voilà, il faudrait couper les micros pour ceux qui… Voilà. Et effectivement, le sommelier du Crayon vous a parlé brillamment du saké. Peut-être une dernière petite question, parce que je sais que voilà, on a tous notre temps limité, mais Juliette vous l'a mis sur le chat. S'il y a des questions auxquelles on n'a pas pu répondre, Xavier se fera un plaisir. Bien sûr. Et je remercie encore vraiment Xavier de son intervention. Et également Juliette pour toute la logistique et la mise en œuvre de ce live Zoom, ainsi que notre partenaire JSS, bien entendu, et Hiromi en particulier, avec lesquels on travaille beaucoup. Une dernière petite question concernant l'étiquette du saké. Quelles sont les informations utiles pour nous? Par exemple, le taux de sucrosité. Bon, le taux d'alcool, il est assez visible. Mais par exemple, le taux de sucrosité sur l'étiquette, il apparaît quelque part? Alors oui, c'est une règle qu'on appelle le Nihonshu, Do-Do. C'est l'unité de mesure pour la sucrosité. Donc attention, ne vous faites pas avoir. Il y a 0, et il y a -1, -2, -3, -4. Ça, c'est les plus sucrés. Et 1, 2, 3, 4, 5, c'est les plus acides. D'accord? Donc c'est l'inverse en réalité. On pourrait penser que de gauche à droite, c'est le plus sec au plus sucré, mais non. Attention, quand il y a 0, donc c'est l'équilibre parfait. -1, -2, -3, c'est sucré, de plus en plus sucré. Et 1, 2, 3, 4, 5, c'est l'acidité. Attention. Donc oui, ça c'est écrit. Finalement, oui, exactement. Donc, et ça, c'est pas une évaluation de la sensation, mais bien d'une façon factuelle, le taux de sucre à l'intérieur. Sur analyse, tout à fait. Sur analyse. Complètement. Bon, ben merci pour nous avoir permis de décrypter à la fois l'étiquette, de nous avoir donné effectivement des clés d'explication. C'était un vrai plaisir à vous tous, voilà, à nous tous d'être là ce soir. Un grand merci à vous tous. Hein. Xavier, je crois qu'il est l'heure, on avait promis de rendre l'antenne à une heure raisonnable. Je vous souhaite à tous une belle soirée. Merci à tous. Merci. Je me permets, pardon, une petite intervention. Effectivement, pour tous ceux dont les questions, on n'aurait malheureusement pas eu le temps d'y répondre ou on n'aurait pas été suffisamment précis et on n'aurait pas donné assez de détails, vous n'hésitez pas à nous envoyer un email où on prendra le temps bien sûr d'y répondre, notamment pour ceux qui voudraient également la présentation de revenir vers nous à ce moment-là. Vous trouverez nos mails de contact sur le site de l'UDSF qui est affiché à l'écran sans problème et on prendra le temps de répondre à tout le monde. Merci beaucoup Juliette, merci aussi à Laurent Boyer pour la communication, toujours très efficace. Et c'est vrai que voilà, c'est formidable de pouvoir au moins faire ça en ce moment. Voilà, soyez heureux dans vos vies, même si effectivement le quotidien n'est pas tout à fait simple, mais demain, grâce à votre esprit et peut-être un peu grâce au saké ce soir, toutes les belles boissons que nous continuons à partager, la vie sera plus belle. Bonne soirée à tous. Merci encore Xavier. Merci. Et merci à vous tous de votre présence. À bientôt. Au revoir.